Est-ce que vous saviez que le plus vieux événement connu dans Bob l'éponge, c'est le départ d'une race alien pour la Terre? Ils ont voyagé pendant des milliers d'années-lumière pour coloniser nos océans et fonder la plus vieille cité sous-marine connue à ce jour. Atlantis. Non, pas l'Atlantide, Atlantis. Il ne devait pas avoir les droits visiblement. Ces extraterrestres ont inventé et apporté à notre monde énormément de choses, que ce soit technologique ou même dans l'art. Ils avaient les plus grandes richesses du monde et suffisamment d'armes pour dissuader qui que ce soit de les attaquer. Aussi, ils avaient un trésor qui comptait plus que tout à leurs yeux, une bulle. Ça paraît pas fou, mais c'est la plus vieille de l'univers, elle a plusieurs milliers d'années, donc c'est quand même un peu cool. Mais tout ce que je vous raconte, il y a de grandes chances pour que vous en ayez jamais entendu parler. Et ça, même si vous regardez énormément Bob l'éponge. En fait, c'est assez logique, tout simplement parce que toute l'histoire que je viens de vous raconter, elle tient dans un seul épisode de 40 minutes. D'ailleurs, c'est le plus long de la série. Dedans, Bob, Patrick et les autres remontent dans le temps pour aller voir cette cité. Évidemment, ça se passe pas comme prévu et ils vont même faire exploser la bulle. Pas la vraie bulle, c'était qu'une reproduction pour les touristes. La voici, la véritable relique. Oh, une petite photo. C'était prévisible. Mais sinon, à part ça, plus rien. On n'a plus aucune trace d'Atlantis. Le peuple le plus puissant qui régnait à l'époque a totalement disparu. Personne ne sait pourquoi, et c'est à la fois fascinant et super inquiétant. La théorie la plus probable, c'est qu'ils se soient fait attaquer. Parce qu'un jour, les Atlantes, ils ont décidé de mettre toutes leurs armes dans une pièce verrouillée, parce qu'ils considéraient que la guerre, c'était quelque chose de trop barbare et primitif pour eux. Sauf que c'est pas parce que eux, ils ont fait le choix de plus se battre, que c'était aussi le cas pour les autres peuples autour. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit leur pacifisme qui les ait malheureusement conduits à leur fin. Sachez que des guerres dans Bob l'éponge, il y en a plus que ce qu'on peut imaginer. Là, je vous ai parlé du plus vieux événement connu, mais en réalité, on peut retracer beaucoup des événements historiques de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, et même bien plus. C'est ce voyage qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et il y a des chances pour qu'on voit les ancêtres de personnages qu'on connaît très bien. Je vous ai dit que les événements d'Atlantis étaient les plus vieux, mais j'ai un peu menti. En réalité, le départ des aliens de leur planète était le plus ancien, mais ils sont arrivés sur Terre après la préhistoire, parce qu'ils avaient quand même plusieurs milliers d'années-lumière à traverser avant d'arriver. Et justement, durant la préhistoire, on retrouve les plus vieux ancêtres connus de Bob et Patrick. Mais même si c'est cool, on les voit pas très longtemps, ça dure même pas un demi-épisode. Par contre, on retrouve aussi les traces d'autres hommes des cavernes un peu plus tard. Ils s'appellent Boba, Carlu et Patar, avec un P. C'est important. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a une scène qui a fait naître beaucoup de théories chez les fans. En fait, c'est eux qui ont découvert le feu avec un orage sous-marin. Donc ils se mettent à faire cuire tout un tas de trucs, notamment des crabes, qu'ils vont particulièrement apprécier. Et Boba, il va se mettre à dessiner un burger qu'on reconnaît tous très bien. Il y en a beaucoup qui ont compris que ça voulait dire que le pâté de crabe, il était fait avec, du crabe. Ce qui ferait quand même de Monsieur Krabs un cannibale. Mais bon, c'était démenti par des gens qui bossaient sur le cartoon. Mais certains pensent que ces personnes, elles veulent juste camoufler la vérité, parce que parler de cannibalisme à des enfants, c'est un peu hardcore. Bref, vous pensez ce que vous voulez, mais sachez juste que cette théorie bien sombre, elle existe. Aussi, avant de passer à la prochaine période historique, je voulais vous donner une info que je trouve assez folle, et qui est mentionnée que dans un film. Vers moins 8000, il y a un dauphin du nom de Bubble qui s'est mis à jouer les gardiens de la galaxie. En gros, son boulot, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de problème cosmique. Sauf que des milliers d'années plus tard, il a une envie pressante, et il laisse Bob le remplacer pendant quelques secondes. Qui aurait pu prédire que laisser Bob surveiller l'univers, c'était pas une bonne idée. En plus, à cause de ça, Bubble a été renvoyé par ses chefs. On va passer assez rapidement sur la période de l'Antiquité, parce que ça correspond plus ou moins au moment où Atlantis était prospère, et on en a déjà parlé. Sachez juste que c'est environ à cette époque que le Hollandais volant est apparu. C'est le fantôme d'un pirate qui habite sur un bateau, le radeau de la Méduse. Et depuis tout ce temps, son seul objectif, c'est de faire peur aux gens. C'est un peu une manière de se venger, parce que à sa mort, son corps a été utilisé pour décorer la vitrine d'un magasin. Et moi je peux pas m'empêcher de me demander ce que vaut un magasin qui met un cadavre dans sa vitrine. Après, rassurez-vous, même une fois mort, il a quand même vécu de très bons moments. Ta tante Sally n'a même pas de dentier. Et comment tu sais ça? Parce qu'on sortait ensemble quand on était à l'école. Oh non! Sinon, le dernier truc qu'on a sur cette période de l'Antiquité, c'est l'apparition du roi Neptune. Un peu plus tard, il va avoir 2 enfants. Mindy, mais on la voit que dans les films, et Triton. Triton, il s'intéressait énormément au monde des hommes. D'ailleurs, il faisait tout pour nous rendre la vie meilleure. Regarde papa, regarde! J'étudie la chimie et je viens de créer un remède contre toutes les maladies mortelles. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Nous nous moquons de savoir si les mortels peuvent en contracter. Ah ouais, sympa. Vous l'avez compris, Neptune, c'est un dieu. Et pour lui, les humains, c'est que des petites choses insignifiantes. Alors pour apprendre la cruauté à son fils, il l'a enfermé dans une cage pendant des milliers d'années. Et au final, Triton est libéré à notre époque par Bob et Patrick. Sauf qu'être enfermé, ça l'a rendu à moitié fou. Du coup, il a détruit Bikini Bottom. Et son papa est super fier de lui. Ça, c'est une très belle morale. Et on arrive déjà au Moyen-Âge, où on retrouve un ancêtre de Carlo qui est pas super fort avec sa clarinette. Oh, maudit soit ce stupide instrument. Si je continue à faire tant de fausses notes, alors mon propre arrière petit-fils sera maudit à jamais.
Bon bah, on sait pourquoi Carlo est pas ultra doué. À cette époque, il y avait un terrible danger, une sorte de dragon méduse qui attaquait les habitants d'un royaume. Et le roi, il savait pas comment réagir. Ouais, ce mec, c'est le plus vieux ancêtre connu du capitaine Crabbe. Puis sa fille, elle ressemble aussi énormément à Pearl. Notre roi, il demande à Bob et Patrick, qui ont encore une fois remonté le temps, de terrasser le dragon et celui qui le contrôle. Et cette personne, c'est Planktonamor, l'ancêtre de Plankton. D'ailleurs, il a une boule de cristal qui fait énormément penser à Karen. Au final, Bob donne au dragon un pâté de crabe qu'il avait gardé sur lui. Et le monstre se retourne contre son propriétaire. Le monde est sauvé et le roi a un nouvel animal de compagnie. Qui a faim? Sinon, à peu près à la même période, on retrouve aussi une sorcière qui est sûrement de la famille de Carlo et qui contrôle l'esprit des gens grâce à ses pouvoirs. Mais son histoire est pas plus développée que ça. Je crois qu'à cette période, on a très certainement l'info la plus improbable qui soit. Les ancêtres de Patrick, c'était des rois. Puis... Après quelques générations d'union avec un fort degré de consanguinité, nous arrivons à vous, monsieur Étoile de Mer. ça explique beaucoup de choses. D'ailleurs, quand Patrick va l'apprendre, il va à son tour devenir roi et avoir un règne tyrannique pendant une journée. Parce qu'en fait, il y a un autre descendant qui a plus de sang royal que lui. Et cette personne, c'est Gary. Ouais, l'escargot de Bob, c'est un prince. Et ça veut surtout dire que c'est le cousin de notre Étoile de Mer. On nous avait dit qu'il y avait beaucoup de consanguinité, mais à ce point-là... En 1895, c'est très précis, Bikini Bottom s'appelait Naquin-Œil, tout simplement parce qu'elle était sous le contrôle de Plankton Naquin-Œil. Sauf que le légendaire Buck l'éponge est arrivé en ville. Le premier truc qu'il fait, c'est aller dans le saloon le plus proche, la cantine croustillante. Là-bas, il rencontre de nouveaux ancêtres de Carlo, Monsieur Krabs et Patrick. Puis il leur demande s'il peut devenir shérif, et étant donné que tout le monde a peur de Plankton, le poste est vacant. Alors il obtient son étoile très facilement. Et après ça, il part provoquer en duel le bandit qui terrorise tout le monde. Après ce combat épique, Buck est traité comme un héros. Il a même une statue géante à son effigie. Mais surtout, la ville est renommée en Bikini Ravin. Et là, ça nous parle déjà un peu plus. Environ à la même période, on retrouve les traces d'un Harold Krabs, qui a monté un équipage de pirates. Et je vous reparle de lui plus tard, parce que c'est le grand-père de Monsieur Krabs, et leurs histoires sont très liées. Puis, ce mec, il a vécu 120 ans, donc il en a vu des choses. Bon, en réalité, on avait déjà un peu débordé sur cette période avec la conquête de l'Ouest, mais j'ai préféré les séparer pour que ce soit un peu plus clair. La première info qu'on a sur cette période, c'est qu'il y a eu les débuts de la grande course d'escargots qui a encore lieu aujourd'hui, et c'est Larry Luciano qui a gagné sa première édition. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas ultra intéressant. Par contre, ce qui vient après, ça va sûrement beaucoup plus vous intéresser. On a la naissance des plus grands super-héros des océans, l'homme sirène et Bernard l'ermite, mais aussi celle de leurs ennemis, comme la terrible bulle infernale et Lunette Noire. Qu'est-ce que vous allez faire de nous, nous envoyer en prison parce qu'on lit? Non! Vous pouvez pas nous coffrer parce qu'on aime lire des bouquins! Vous avez raison. Rappelez-vous, les enfants, personne ne peut être emprisonné par amour des livres. Nous, on les a jamais beaucoup vus quand ils étaient jeunes, parce que dès la première saison, ils étaient déjà à la retraite. Aussi, à cette époque environ, Betsy et Victor Krabs sont nés, c'est les parents du capitaine Krabs. Puis il y a eu les grands-parents et les parents de Plankton, parce que d'après ce qu'on sait, sa grand-mère et son père ont que quelques années d'écart. Ce qui paraît bizarre, mais étant donné que je sais pas vraiment à quel âge ça se reproduit ces petites bêtes, on va dire que c'est normal. Sur la même période, il y a aussi eu la naissance des grands-parents de Bob, et après ça, plus rien. Il y a un petit trou jusqu'à la naissance de Eugene Krabs et Sheldon Plankton, qui sont les personnages emblématiques qu'on connaît aujourd'hui. Environ à la même époque, il y a aussi eu la mère de Carlo, Karen et Madame Puff qui sont nés. Et pas longtemps après, c'était Harold et Margaret, les parents de Bob. Ce qui veut dire qu'ils sont moins vieux que Monsieur Krabs. Je trouve ça assez fou quand même. Et justement, j'ai vraiment envie de vous parler de la vie de Eugène, parce qu'elle est beaucoup plus profonde et sombre que ce qu'on pouvait penser. Quand Monsieur Krabs est né, il est tout de suite devenu très ami avec Plankton. Si, je vous jure. Et ça a continué jusqu'à l'école primaire. Sauf que tout le monde se moquait d'eux. Pour Plankton, c'était parce qu'il était petit, et Eugène, lui, il était très pauvre. C'était à un point où c'est sa mère qui lui fabriquait ses fringues avec ce qu'elle trouvait dans la décharge. Donc la misère totale. Puis un jour, les deux amis, ils ont vu un homme tenir un resto de burgers, et il est devenu extrêmement riche grâce à ça. Alors ils se sont dit qu'ils voulaient faire exactement pareil, et ils se sont mis à chercher la recette parfaite, jusqu'à obtenir ce burger, qui a l'air vraiment bon. Donc ils l'ont fait goûter à quelqu'un et, pour faire simple, ils l'ont empoisonné. Faut dire que Eugène, il passe sa vie dans les décharges. Au niveau mesure d'hygiène, c'est pas trop ça. Sauf qu'aucun des deux amis voulait assumer et ils se sont rejetés la faute. Puis Plankton est parti, en claquant la porte. Je te promets un combat que tu n'oublieras pas! Bravo, c'est malin. Mais je vais quand même pas jeter cette sauce. Les jeunes, ça mange n'importe où. Ouais. J'ai réussi. J'ai trouvé le mélange qui plaira à tout le monde.
Voilà comment est né le tout premier pâté de crabe. Après ça, il y a eu une rivalité entre les deux anciens amis, ce qui a mené à la guerre qu'il y a aujourd'hui entre le crabe croustillant et le sceau de l'enfer tenu par Plancton. Et maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi il veut lui voler la recette. Sauf qu'il va jamais vraiment réussir, et le seul truc positif qu'il y a à dire sur lui, c'est qu'il va finir par se marier avec Karen. Pour rappel, c'est un ordinateur. Je sais pas si c'est vraiment positif du coup. Par contre, l'histoire de notre crabe, elle s'arrête pas du tout ici. Est-ce que vous saviez que Eugène, il avait été le chef d'un équipage de pirates pendant des années? C'est à cause de son grand-père qui en était aussi un et dont je vous ai déjà parlé. Sauf que la vie de pirate, ça rapporte pas assez. Alors Monsieur Krabs, il a arrêté. Mais sans rien dire à son grand-père par peur de le décevoir. Beaucoup plus tard, il va finir par tout lui avouer et lui dire qu'en fait, il tient un restaurant. Et étonnamment, ça se passe plutôt bien. Enfin, je n'ai jamais été si fier. Regarde-moi ces prix ridicules. Ça, c'est de la vraie piraterie. Oh, merci, Peppi. Mais Eugène, il a aussi eu un passé dans la marine. D'ailleurs, on le surnommait Abdo d'Acier. Mais le problème, c'est que faire la guerre, ça peut briser un homme. Pendant un long moment, Monsieur Krabs a traversé une grave dépression. Et j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur le fait que les animateurs aient glissé une bouteille d'alcool dans le fond de l'image. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais juste avec ce détail, on comprend à quel point c'était pas une période simple pour lui. Après ça, il a quand même réussi à s'en sortir et il a racheté une maison de retraite qui faisait faillite. On est passé du Rusty Krabs, soit littéralement le crabe rouillé, au Krusty Krabs, le crabe croustillant. Parce que une seule lettre à ajouter, c'est moins cher. J'aime l'argent. Puis la suite, vous la connaissez plus ou moins. Il a fait fortune avec ses pâtés de crabe et il a recruté des gens, notamment Jim. Il est pas super connu, alors qu'il a une photo géante de lui pour dire qu'il est le meilleur employé de tous les temps. Et il le mérite, parce qu'il est clairement dit que ses burgers sont meilleurs que ceux de Bob. Mais Monsieur Krabs a refusé de l'augmenter, donc il est parti. Comme Jim est extrêmement doué en cuisine, au final, il a réussi à devenir riche grâce à ses talents. Puis il est resté ami avec Eugène, donc ça va. Carlo, il a un peu travaillé avec lui. Mais Bob, il a été recruté beaucoup plus tard. Mais ça, on y reviendra. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais après l'ouverture du resto, le père de Monsieur Krabs est malheureusement décédé. On sait pas trop pourquoi, et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est lui qui lui avait donné son premier $, que Eugène a d'ailleurs dépensé pour acheter un soda. Encore une info pas très utile. À partir de maintenant, on se rapproche énormément de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que peu de temps après la mort de Victor, Carlo et Guillaume Calamarchic sont nés. Pour rappel, Guillaume, c'est ce mec-là. Il est ultra relou et il déteste Carlo, avec qui il est en compétition permanente. Le prochain personnage, il est un peu difficile à bien dater, donc je vais le mettre plus ou moins par là. Je parle de Patchy, le pirate qu'on voyait de temps en temps avec son espèce de perroquet chelou là. Bah lui, si je suis pas trop mauvais, il a dû naître plus ou moins en même temps que Carlo. Puis après ça a été au tour d'énormément d'habitants de Bikini Bottom d'apparaître. Genre ceux-là, mais j'ai pas forcément envie d'en parler. Un peu la flemme. Surtout que, pas longtemps après eux, en 1986, Bob et Patrick sont enfin nés. Pour la petite anecdote, Bob, avant même de naître, il avait déjà mangé un pâté de crabe. Si, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il savait faire des burgers avant même d'apprendre à marcher. Après ça, il a rejoint une école, et il s'est un peu fait harceler par son cousin, Blackjack. D'ailleurs, j'aimerais que quelqu'un me dise comment il a fait pour passer du jour au lendemain de cette taille à celle-ci. Faut qu'on m'explique. Aussi, Bob, il a un autre cousin, Stanley. On le voit pas très souvent, et c'est limite mieux, parce qu'il a tendance à casser tout ce qu'il a entre les mains. Bref, notre héros a grandi, et il a pu commencer sa vie, celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Il a d'abord acheté son ananas sous la mer. Puis il a rencontré ses voisins, Carlo, qui vit dans une maison qui ressemble à une statue de l'île de Pâques, et Patrick, qui vit sous un rocher, et qui va surtout devenir son meilleur ami. Ah, et il a aussi adopté Gary. Enfin, il l'a fait avant d'arriver dans sa nouvelle maison. Mais j'avoue que j'ai un peu galéré à savoir à quel moment de la vie de Bob c'est arrivé. Et finalement, tout le reste, vous le connaissez déjà, c'est le présent. Bob, il passe ses journées à cuisiner des pâtés de crabe, faire la chasse à la méduse, s'amuser avec Patrick, ou tenter une millième fois son permis. Il rencontre aussi d'anciens personnages qu'on a déjà vus, comme le Hollandais volant, Neptune ou les super-héros. Mais il y en a aussi de nouveaux qui apparaissent, comme Pearl, la fille de Monsieur Krabs, ou Sandy, qui débarque plusieurs années plus tard pour venir vivre à Bikini Bottom. D'ailleurs, je trouve qu'on a un peu trop vite normalisé le fait qu'un écureuil puisse vivre sous la mer, alors que c'est quand même assez bizarre. Surtout qu'au départ, elle est née dans le Texas, donc rien à voir. Pourquoi elle a fait le choix de venir vivre dans un dôme sous l'eau? Je le rappelle, mais les deux passions de Sandy, c'est le karaté, mais surtout les sciences. Et c'est ce dernier point qui explique pourquoi elle est venue. Dans un épisode, ses patrons arrivent et disent que si elle est là, c'est parce que c'est plus économique de faire des recherches scientifiques dans la mer. Me posez pas de questions, je comprends pas non plus comment ça marche. Au final, ils se rendent compte que Sandy, elle a réussi à fabriquer un robot qui ouvre les bananes. On est d'accord, c'est éclaté. Mais eux, ils sont trop heureux, parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils cherchent à mettre au point un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que notre écureuil, elle est à Bikini Bottom pour faire des inventions bizarres. Et là, vous commencez sûrement à le comprendre, mais on a un peu fait le tour du passé et du présent. Donc, il nous reste plus qu'une seule période à aller voir.
Vous l'avez très certainement remarqué, les personnages de Bob l'éponge, ils peuvent faire des voyages dans le temps. Et on l'a vu, ils peuvent aller dans le passé. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent aussi aller dans le futur. Et le premier truc que ça nous permet d'apprendre, c'est qu'en 2030, il va y avoir un crabe croustillant 2. Parce que 2 restos, ça fait 2 fois plus d'argent. Aussi, on sait à quoi va ressembler Bob dans 75 ans. Et on voit même son petit-fils, James. Oh, les gosses d'aujourd'hui. Mais ça reste des trucs assez proches de nous. On peut aller encore plus loin dans le temps. Par exemple, il y a un épisode où Bob et Carlo détruisent le crabe croustillant. Et pour rembourser Monsieur Krabs, ils vont devoir travailler pour une éternité. Une éternité plus tard. Par contre, c'est pareil, on peut aller encore plus loin. Il y a un épisode où Bob, il est enfermé dans une grotte. Et pour s'occuper, il se met à sculpter des statues. Au final, il en a fait 8 immenses. Et 3000 ans plus tard, des sortes d'extraterrestres ont visiblement colonisé la Terre. Ils découvrent les statues sans savoir qui les a faites ni pourquoi. Et pour eux, c'est un des plus grands mystères. Comme quoi, il y a peut-être beaucoup de choses du passé qu'on découvre aujourd'hui sans savoir ce que c'est. Et au final, c'est juste un mec qui s'ennuyait. Par contre, je crois qu'il est temps pour nous de faire un dernier bond dans le futur. Un tout dernier voyage. Ça arrive quand Carlo s'enferme dans le congélateur du resto pour échapper à Bob et Patrick. Sauf que la poignée se coince et il est congelé. La porte, elle s'ouvre que 2000 ans plus tard. Je sais qu'on est déjà allé beaucoup plus loin, mais vous allez comprendre. Notre Carlo, il découvre que tout Bikini Bottom est recouvert de chrome, parce que c'est la mode. Et il rencontre Spongetron, une version robotisée de Bob. Aussi, il a des clones et Patrick, je sais pas pourquoi, mais il a 2 têtes. Carlo panique, parce que un Bob et un Patrick, ça faisait déjà beaucoup. Mais là, heureusement, il trouve une machine pour voyager dans le temps. Et il arrive à la fin des temps. C'est un endroit presque tout blanc, sans personne pour le déranger. Mais au final, Carlo se rend compte qu'il n'aime pas du tout être seul. Bob et Patrick lui manquent. Alors il se téléporte et rentre à la maison. Dois-je en déduire que t'es d'accord pour... Allez, la pêche. On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de fil conducteur ou de logique dans Bob l'éponge. Mais quand on s'y intéresse un peu plus, on se rend compte que rien n'est laissé au hasard. Bref, si quand on était gamin, on pouvait juste rire des blagues de Bob et Patrick, en grandissant, on se rend compte d'à quel point le travail qui a été fait est incroyable. Je suis vraiment heureux que la série soit encore en cours aujourd'hui. Il y a de nouveaux épisodes qui sortent et qui rendent l'histoire encore plus complète. Mais surtout, ça permet aux jeunes générations de découvrir la série et pouvoir partager avec eux des choses qu'on a connues en étant gamin. C'est une des plus belles choses qui soit. C'est comme si un chapitre de notre enfance n'était pas vraiment fermé, et pourvu qu'il le reste.